Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez écouté le discours de Donald Trump hier, mais c'était vraiment... Bon, premièrement, c'est un événement historique et d'après moi, vraiment, là, c'est fini. Les carottes sont cuites pour M. Biden. Mais ceci dit, mais peut-être pas pour son candidat alternatif, là, s'il prend sa retraite. Ceci dit, c'était remarquable de voir à quel point, à plusieurs reprises, M. Trump a référé à Dieu dans son discours. Et ce rapprochement Dieu politique fait pas l'affaire de tout le monde, puis on est content d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui l'a exprimé de façon particulièrement articulée. On parle de M. Jean Baillargeon. Bonjour, M. Baillargeon. Bonjour. Que pensez-vous de cette situation qu'on a... on peut pas remarquer ça, là, que Donald Trump a soudainement décidé de citer beaucoup Dieu, alors que, à ce qu'on sache, il est lui-même athée depuis belle lurette. De toute façon, son comportement, comme vous le savez, ne respecte pas les préceptes fondamentaux de n'importe quelle religion. Là. On sait qu'il est un menteur compulsif. On sait aussi qu'il a été poursuivi dans plusieurs procès pour fraude fiscale, pour avoir menti, pour avoir justement vouloir frauder les élections, aux dernières élections, en demandant de rajouter des électeurs, pour avoir aussi amené avec lui des documents ultra secrets. Alors, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui respecte les lois, alors qu'il n'a aucune crédibilité au niveau moral, disons. C'est vrai. Mais vous, en tant qu'expert en stratégie, en communication, force est d'admettre que ça baigne dans l'huile. Là. La machine fonctionne très bien. Moi, ce que j'ai vu hier soir, là, c'est comme une machine à propagande extrêmement efficace. Ben, en fait, il manipule les frustrations des gens. C'est ça. Et son groupe de base, OK, c'est les évangélistes américains, OK, qui voient en lui la main de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il a notamment réussi en nommant des juges à la Cour suprême conservateurs qui ont réussi à annuler l'interdiction, de permettre l'interdiction de l'avortement, et d'annuler un jugement précédent qui permettait l'avortement. Donc maintenant, c'est chaque État qui décide, mais on sait que ça va être un enjeu important au niveau des prochaines élections présidentielles. Donc, à partir de ce moment-là, lui, en se disant incarner la main de Dieu, et surtout, évidemment, avec l'attentat qui a échoué, comme vous le savez, donc, on en fait un Dieu vivant jusqu'à un certain point. Donc, les gens sont exaltés par lui. Et ce qui est dangereux dans ce que je dis dans mon opinion, c'est que ces mouvements-là, OK, ne respecteront plus les lois même démocratique, comme vous le voyez, et souvent, que ce soit en Europe, par exemple, les islamistes, au Moyen-Orient, on sait que la démocratie, ils s'en foutent. On sait que Trump n'a jamais respecté les résultats des dernières élections. Donc, à partir de ce moment, il a même dit que s'il perdait, il ne respecterait pas les résultats. Donc, est-ce que ça veut dire que les milices d'extrême droite qui sont armés aux États-Unis. Vous le savez, il y a 400 millions d'armes à feu aux États-Unis pour 350 millions d'habitants. Donc, on sait que les gens sont armés. Est-ce qu'il va les mobiliser comme il a fait lors des résultats des dernières élections en organisant justement l'assaut du Capitole? Alors, ça, c'est ça qui est dangereux. Donc, est-ce qu'on s'en va vers une guerre civile? Ce que je dis, c'est que, je sais pas si vous avez vu le film Civil War ou Guerre civile. Où justement il y a des journalistes qui essayent d'avoir le scoop pour l'assassinat du président. Donc on voit que dans l'air, dans l'esprit, disons, des Américains, une sorte de fatalisme et évidemment tout ça est soutenu par des croyances souvent religieuses extrémistes, de ce que j'appelle d'extrême droite religieuse. C'est drôle comment, parfois, c'est comme un angle de quelqu'un qu'on pensait bien connaître, puis il y a des aspects des États-Unis qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous êtes sous l'impression que le fait qu'on est voisins de la Nouvelle-Angleterre,
puis de la côte Est, puis ultimement, on est familier comme la planète au complet avec la Californie, parce que la Californie n'arrête pas de se tourner elle-même, de se filmer, puis de nous montrer des vedettes, puis tout ça. Donc, mais les États-Unis, ce n'est pas que ces débonnaires de la côte Ouest et ces universitaires intellectuels d'affaires de la côte Est, c'est aussi un paquet d'endroits où il y a de la souffrance, il y a de la pauvreté, où il y a d'autres types d'économies. Est-ce qu'on a une lecture? Moi, en tout cas, je peux dire que moi, c'est comme je frappe un mur devant la perception des États-Unis qui, toute ma vie, me sont apparus rassurants. Puis je m'aperçois qu'il y a parce que je passais ma vie à aller dans le Maine, à Algonquin, mais c'est parce que c'est pas ça, les États-Unis. Oui, ben moi, justement, aussi, je vais à chaque année à Old Orchard, alors je sais ce qu'il y a. On aime le Québec 3. D'ailleurs, j'ai des cousins américains. J'ai de la parenté aux États-Unis, au Vermont. Donc, mais la mentalité dans le nord-est américain et la mentalité du sud des États-Unis. Je suis allé justement dernièrement en Floride. Écoutez, là, vous allez à Miami Beach, c'est Trump mur à mur. Là. Bien sûr. C'est un dieu. Alors, il n'y a pas. Pourquoi? Ben, ce qui arrive, c'est que, bon, une des frustrations, vous avez raison, il y a eu un clivage au niveau socio-économique. Trump manipule les gens en leur disant, vous voyez, on a ouvert le libre-échange avec la Chine et la Chine vous a enlevé les emplois manufacturiers, OK? Donc, évidemment, il dit pas que ça coûte moins cher aussi fabriqué en Chine qu'aux États-Unis, mais ça, peu importe au niveau économique, il a réussi à catalyser ceux qui ont perdu leur emploi dans les usines bon marché, là, autrefois, les usines de textile. Et comme vous le dites, M. Baillargeon, Jean, c'est pas d'hier qu'il peut dire tout et son contraire sans qu'on lui en tienne rigueur. Moi, je serais curieux d'aller voir en dessous de toutes les lampes de table de chevet sur les hôtels. Je suis sûr que la moitié sont toutes faites en Chine. Comment dire, c'est clair qu'il a toujours appliqué cette règle économique, puis il est le premier à envoyer faire fabriquer dans les pays pauvres. Mais la plus belle contradiction, c'est qu'il est anti-élite, puis il fait partie de l'élite. Riche et milliardaire, donc pas tout le monde qui est milliardaire, évidemment. Le problème aussi, c'est l'immigration, on ne se le cachera pas. Actuellement, beaucoup de gens, il y a des millions d'immigrants par année, OK, qui veulent aller aux États-Unis. Et il s'est engagé, c'est dans le programme là, qui vient d'être adopté, à renvoyer entre 15 et 20 millions d'immigrants. OK? Donc, à partir de ce moment-là, c'est évident que ça va créer un chaos. Puis là, il veut construire un mur étanche. Alors, donc, mais ce qu'il dit pas, c'est que l'économie américaine tient souvent par de la main-d'œuvre bon marché. Bien sûr, bien sûr. Qui travaillent au noir. Il y a des millions de personnes qui travaillent au noir, qui n'ont aucune citoyenneté, aucun droit reconnu et qui se font exploiter aussi. Et ça sert l'économie aussi américaine. Mais ça, évidemment, on n'en parle pas. Ouais. Donc, lui, il est vraiment manipulé. C'est un narcissique pervers, je dirais. Okay? Ouais. Et à partir de ce moment-là, les circonstances, la montée des frustrations, la montée du mécontentement et aussi l'usure, parce que moi, je dis que la force de Trump, c'est la faiblesse des démocrates. Complètement. Donc, le manque de renouvellement de l'élite politique aux États-Unis. Vous voyez, Biden, il a 81 ans, ça fait 50 ans qu'il est là, qu'il fait de la politique, puis on ne trouve pas quelqu'un de plus jeune ou de plus compétent pour le remplacer. Alors, c'est quasiment incroyable. Donc, c'est un peu la faute des démocrates aussi. Ah, tellement. D'ailleurs, honnêtement, quand on voit la grand-messe, et puis on n'aurait pas, hein, on a parti notre entretien en parlant de la religion qui s'invite en politique. C'était littéralement une messe, mais une messe de marketing. Là. C'était comme s'il y avait des logos Harley-Davidson tout partout, puis qu'on disait, ouais, voici le nouveau modèle de cette année, waouh, on capote. C'était fondé sur le culte de la personnalité. Et c'est étrange parce que, comme Joe Biden n'a jamais montré, il appréciait le soutien religieux de certaines fractions de l'Église religieuse, de l'Église américaine. Mais la vérité, c'est qu'ils le perçoivent littéralement comme un envoyé de Dieu. Là. C'est une croyance, on prie pour lui. C'est quand même spectaculaire. On n'est pas loin. C'est drôle parce qu'on parle souvent des fous de Dieu au Moyen-Orient. Mais quelque part, il y a des parallèles qui se tracent avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, en terminant.
Ben, quand je le dis, justement, pour terminer, c'est que c'est dans un peu une tradition. Aux États-Unis, dans les années 20, quand il y a eu la crise économique, ben, le Ku Klux Klan avait 4 à 5 millions de membres et un des critères pour être membre, c'est d'être blanc et protestant. Donc, il y avait du racisme derrière ça. Donc, vous voyez, les armes à feu aussi font partie de la culture américaine. Donc, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Allemagne avec Hitler, l'élection qui a permis à Hitler de prendre le pouvoir, on voit là que la démocratie américaine est en danger. Et au niveau mondial aussi, on l'a vu aussi avec sa position par rapport à l'Ukraine. Il veut faire une entente avec Poutine pour qu'on sacrifie l'Ukraine. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire une autre guerre en Europe, probablement, et un affaiblissement de l'OTAN. Donc, à partir de ça, on s'en va vers un chaos mondial. Il faut absolument que les démocrates s'enlèvent les doigts du nez. Se reprennent. Et aussi que le fanatisme, la haine suscitée par l'adhésion de certaines religions, mais qu'on soit conscient. Au Canada, n'oubliez pas que on a vu là, Pierre Poilievre a des liens avec le vice-président qui vient d'être nommé. Oui. Par un de ses députés, oui, tout à fait. Ouais. Par un de ses députés. Donc, vous voyez aussi que lui, Pierre Poilievre, au niveau de l'avortement, il laisse ses députés à peu près un tiers de son caucus qui est contre l'avortement. Donc, est-ce que ça veut dire, puis vous voyez sa popularité au Canada anglais, mais au Québec, on résiste encore parce qu'on est une société laïque et pour l'égalité des hommes et des femmes et où la religion n'a pas autant d'emprise qu'au Canada anglais et aux États-Unis. Donc, est-ce que... Et on a une alternative aussi. Nous, on peut voter bloc, ultimement, si on ne veut pas voter libéral, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. C'est le bloc qui est en tête, d'ailleurs, au Québec. Donc, vous voyez... Mais M. Baillargeon, merci beaucoup vraiment, puis j'invite tout le monde à lire votre lettre. Et il faut chercher des solutions. C'est ça la question. Fait qu'il faut que les démocrates se réveillent parce qu'ils n'ont vraiment pas été à la hauteur du défi que leur met devant eux les républicains. Merci, Jean Baillargeon. On vous lit demain. Merci. Au revoir.